Et maintenant, place à l'espace. Merci beaucoup. Je voulais remercier Alain Crémieux pour m'avoir donné l'occasion de travailler sur cette table ronde. Donc je m'associe aux félicitations. Donc bonjour à toutes et tous. Bonjour chers camarades. Je suis journaliste et auditeur à la 42e session nationale de ce qui était le CHEAR à l'époque. Et j'anime de temps en temps des tables rondes aux EAS. Alors avant de... Je vais présenter les invités. Nous, on va partir haut, loin et fort. On va peut-être se limiter à moins de pays que la table ronde précédente. On va beaucoup parler France, on va parler Chine, on va parler Chine continentale, on va parler Fédération de Russie, puis on va parler de ceux qui peuvent recevoir des débris, je veux dire, qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas de BITD et qui parfois se prennent des morceaux de fusée sur leur sol, comme c'est arrivé récemment. Donc le colonel Thierry Blanc, de l'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, qui remplace et qui connaît très très bien les dossiers, le général Fielding, qui est commandant de l'espace. L'ingénieur en chef de l'armement, de Jean-Baptiste Pin, de la DGA, pour le tuilage entre la doctrine et les moyens. Pierre Pelipenko, j'aurais dû commencer par lui, du CNES, alors je rappellerai brièvement son parcours tout à l'heure, qui est maître d'œuvre du rapport qu'il va nous présenter dans 2 minutes, et je lui poserai aussi des questions. Et 2 industriels, alors ils se connaissent très très bien, Gérard Lapran et de Thales, et Jean-Pierre Serrat d'Airbus. On m'a prévenu d'ailleurs que, comme ils ont l'habitude d'intervenir souvent ensemble, aujourd'hui, c'était au tour de Jean-Pierre Serrat de commencer. Voilà, je vous le dis. Voilà, c'est un peu préparé. Avant de passer la parole au rapporteur, en préparant cette table ronde, je me suis un peu renseigné, j'ai lu quelques documents, mais je vous conseille vraiment le rapport. Alors, Pierre Pelipenko me l'a dit, le rapport, il a un peu été victime du Covid, c'est-à-dire qu'il a été un peu... pendant la crise du Covid, ici, en effet, je faisais allusion à un étage de fusée chinois, il s'est passé des choses qui mériteront d'actualiser le rapport, mais je pense, et notamment sur les annexes, c'est juste pour ceux qui ne sont pas des professionnels, c'est juste, vous allez découvrir un univers, vraiment. Et en travaillant sur cette table ronde, d'abord, je crois qu'on peut enlever le point d'interrogation à la question sur l'arsenalisation ou la militarisation. J'ai même lu dans un papier tout à fait récent de géopolitique le concept de martialisation de l'espace. J'ai lu aussi, peut-être qu'il savait qu'il y avait les entretiens aujourd'hui, que Biden à l'OTAN, la semaine avant-hier, a parlé d'intégrer l'espace dans l'article 5 dont on a parlé pendant la première table ronde. Alors on ne va pas en discuter aujourd'hui parce que ça me paraît prendre du temps. On parlera de terrorisme spatial. Voilà. On parlera aussi, alors Emmanuel Kiva nous rejoindra, on lui lancera quelques jalons. Moi j'étais un peu comme tout le monde, je voulais parler de New Space, on m'a dit non mais New Space c'était gentil, c'est le Next Space maintenant. Donc voilà, j'écouterai comme vous. Et on parlera aussi de la Commission européenne, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, voire de l'AED, puisqu'il se trouve que Thierry Breton, on voit souvent nous, journalistes, en visioconférence en ce moment pour le Covid, pour lequel il a quand même une action vigoureuse, il ne se passe pas, c'est encore arrivé il y a 6 jours, il ne se passe pas une conférence de presse en visio où il détaille le Covid, les laitons aux 200 millions de vaccins, les autres, sans qu'il ne rappelle qu'il est commissaire à l'espace. Donc il rappelle permanentement et qu'il compte bien en gros sortir de la Covid pour se pencher sur je pense que c'est d'abord pour faire plaisir à Ursula von der Leyen qui mentionne ça, et puis il a vraiment envie de se plonger dans d'autres dossiers. Dernier mot d'introduction. Je ne vais pas le lire, mais j'ai dégoté un rapport, je n'ai pas eu beaucoup de mal, il vient de sortir, un rapport d'information de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées sur les enjeux de la transition écologique pour le ministère des Armées, des députés Jean-Marie Fievet et Isabelle Santiago, qui est tout à fait remarquable. Il vient de sortir il y a 15 jours, 3 semaines. Et il y a toute une question sur je ne vais pas avoir le temps, sur la question des débris spatiaux, selon l'ESA. En orbite autour de la Terre, 34 000 objets de plus de 10 cm. 900 000 objets de plus d'1 centimètre, 130 millions d'objets de plus d'1 millimètre. Et ce décompte induit 20 000 objets référencés et suivis quotidiennement pour leur impact potentiel en cas de collision avec un satellite en service. Bon, Pierre, ça ne vous étonne pas, tous ces chiffres, vous les connaissez.
Quelques pays comme les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Inde ou la France et l'Allemagne, dans une moindre mesure, ont la capacité de réaliser une surveillance de l'espace sur toute ou partie des orbites utilisées. Et la France dispose du radar Grave. Et l'ingénieur en chef de l'armement, on en parlait juste avant le début de la table ronde, nous rappellera un peu l'histoire de Grave, parce que c'est vrai que c'est bon, d'abord le nom et voilà, mais c'est quand même une histoire. C'était un démonstrateur qui est tombé en marche. Ça peut marcher, voilà. Hein. Et alors, on parlera peut-être aussi, si on a le temps, de GeoTracker, du système WeTrack opéré par Safran. Il n'y a pas d'industriel de Safran Data System. Sachant que les États-Unis demeurent prédominants, disent les députés, ils disposent depuis la guerre froide d'un réseau de 26 capteurs au sol et en orbite répartis sur l'ensemble de la planète. Voilà, je vais passer la parole à Pierre Pelipenko, qui est chef de service opération des satellites d'observation optique de la Terre au CNES, au Centre spatial de Toulouse, dont nous reparlerons aussi. Il a été auditeur à la 53e session IHEDN Armement Économie de Défense. Il a été chef de service ingénierie pilotage satellite et MCO en vol des filières satellites des missions sciences et applications au CNES et architecte système de pilotage des satellites Helios 2, toujours au CNES. Pierre de Floriziour. Merci Jean-Claude, bonjour à tous. Donc je vais essayer de vous brosser un peu le contenu du rapport et le contenu des échanges qu'on a eu au travers du groupe de travail et j'espère vous donner envie de lire ce rapport qui est riche en informations. Donc comme il a été dit tout à l'heure, ce groupe de réflexion il a été créé à l'automne 2018 à une époque où quelque part la problématique militaire spatiale n'était pas vraiment sous les feux de l'actualité mais allait vite le devenir. Puisque en parallèle lors de cette période-là, il y a eu une mission d'information parlementaire donc, qui a été créée sur le secteur spatial de défense par les députés Olivier Becht et Stéphane Trompi, que j'ai eu l'honneur de recevoir au CNES, qui ont sorti un rapport très intéressant que je vous conseille en janvier 2019. Et ensuite et surtout un groupe de travail donc, qui a été mandaté par la ministre des Armées et qui a donné lieu au document Stratégie spatiale de défense, qui est sorti mi-2009 et qui fait référence au niveau de la stratégie et qui a été un peu le coup d'envoi de toute la transformation qui a eu lieu juste après. Et donc qui a été en point d'orgue le discours de la ministre des Armées donc, au Centre spatial de Toulouse le 12 septembre 2019 qui a donné le top départ pour la création d'une armée de l'air et de l'espace, on y reviendra. Donc en fait ce groupe de réflexion a été créé à l'époque lié au fait que le constat que les moyens spatiaux étaient de plus en plus présents et très présents dans les conflits militaires. D'autre part, une certaine démocratisation du secteur spatial, à des signaux à l'époque qui montraient que l'espace pouvait devenir un nouveau champ de bataille, comme l'ont été à d'autres époques les milieux maritimes et aériens. C'est pas tous les jours qu'on a un nouveau champ de bataille de cette ampleur qui apparaît, et comme l'est actuellement aussi le monde cyber. Donc les échanges du groupe de réflexion étaient très, très intéressants, avec des représentants d'ingénieurs de l'armement, du CNES et de l'industrie. Et nous avions aussi un avocat et un professeur de langue, donc toujours la richesse en fait, du mélange d'approches et de culture qu'apporte l'IHEDN pour ce genre de questions. Alors au début, ce groupe s'est appelé militarisation de l'espace. Et en fait, assez vite, on a eu des débats sur, quelque part, des questions de vocabulaire entre militarisation et arsenalisation. Alors, la militarisation, ce n'est pas quelque chose de nouveau. La militarisation de l'espace a toujours été dual, et poussé d'ailleurs par des affaires militaires. On notera que les premières applications étaient des applications militaires avec de l'observation de la Terre dans les années 60, d'observation de la Terre pour les moyens liés à la surveillance des sites nucléaires. À l'époque, les satellites y rejetaient des pellicules qu'on récupérait et qu'on développait. Et donc la militarisation, c'est quelque part l'usage de l'espace en appui aux opérations militaires. Donc ça, c'est l'aspect militarisation. Donc pour la France, on est dedans depuis longtemps, depuis le début. On notera côté lanceur la fusée Véronique, avec son premier tir en 1952, qui a permis derrière de développer à l'Europe un accès autonome à l'espace, et qui a permis aussi le développement de la composante balistique de la dissuasion nucléaire. Et ensuite, côté satellite aussi, la France se présente depuis très longtemps dans le spatial avec les télécommunications et le projet Syracuse, qui date de 1984. Ensuite, l'observation de la Terre avec Helios 1,
1995, donc c'était des missions issues des missions civiles SPOT et de la filière SPOT du CNES. Et ensuite des missions d'écoute avec une première mission de démonstration qui s'appelait Essaim et qui était en 2004 et d'autres missions qui ont suivi derrière. Alors, quand on parle d'arsenalisation, on est sur un autre plan. L'arsenalisation, c'est plutôt le fait de déployer donc, en orbite des armes et d'en faire un potentiel champ de bataille. Donc, c'est pas non plus très récent, ça date, je dirais, des années 80 avec les initiatives américaines sous l'ère de Reagan. Et qui souhaitait doter les US de moyens qui permettent de se protéger des missiles nucléaires. Et aussi les années 80, la guerre du Golfe, où les moyens spatiaux se sont trouvés vraiment très utiles pour les usages sur le terrain. Donc, je souhaitais aussi, au travers de cette intervention, donner quelques informations un peu sur les problématiques liées à l'espace qui ne sont pas forcément très connues. Alors, on voit bien toutes les finalités de l'espace en termes de finalité des missions, etc. Mais le moyen d'y arriver, les problèmes que ça pose ne sont pas forcément bien perçus de tous. Alors déjà, bon, sur le plan géopolitique et stratégique, l'espace, évidemment, n'a pas de frontières. Alors tout à l'heure, on parlait de territorialisation de l'espace, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, donc pas de frontières dans l'espace. En altitude, la limite, elle se situe à peu près à 100-110 km d'altitude. Il n'y a pas vraiment de consensus international sur cette limite, mais tout le monde s'en accorde, donc on travaille là-dessus. Voilà. Ensuite, l'espace, c'est l'accès à une hauteur de vue qui permet des accès à de grandes zones géographiques, donc intérêt pour les télécommunications. Intérêt pour le renseignement, qu'il soit d'ordre imagerie ou d'ordre écoute. Et puis c'est discret, c'est-à-dire un objet spatial qui passe au-dessus de vous, vous ne le voyez pas passer, c'est difficile à surveiller et c'est difficile de se protéger. Alors sur le plan technique, déjà envoyer un objet dans l'espace, c'est quelque chose de coûteux et risqué. Même si on assiste à une série de succès de lancement Ariane, SpaceX, etc., le moindre grain de sable dans la mécanique se traduit par un échec à des conséquences assez dramatiques. Et à titre d'exemple, je citerai la perte récente du satellite Picard, scientifique Picard du CNES, sur un tir Vega pour 2 fils inversés. Donc il ne suffit de pas grand-chose pour perdre une mission. Ensuite, une chose assez importante à avoir en tête, c'est que dans le spatial répond à ses propres règles, qui sont les lois de Kepler. Les objets sont tout le temps en mouvement, et ils obéissent à des règles qui ne sont pas forcément intuitives, surtout pour les objets qui sont placés autour de la Terre, puisque pour doubler un corps autour de la Terre, il faut freiner, ce qui n'est pas forcément intuitif. On ne peut pas aller où on veut quand on veut, c'est-à-dire que l'orbite, c'est quelque chose d'assez fixe. Les satellites sont comme sur des rails. Et sortir des rails ou tordre les rails, c'est très coûteux en énergie. Donc à partir d'un moment où un satellite est sur une orbite, il va rester dans l'environnement de cette orbite, sauf à embarquer des masses d'énergie conséquentes. Alors sur l'orbite géo, tous sont sur le même rail, donc il est facile entre guillemets, de se promener d'un satellite à l'autre, puisque tout le monde est sur le même rail. Pour les satellites en orbite basse, c'est beaucoup plus difficile. Si on n'est pas sur le même plan d'orbite que l'objet qu'on souhaite approcher, on ne pourra pas l'approcher. On pourra le croiser, mais on ne pourra pas l'approcher. Ensuite, les objets spatiaux ont des contraintes qui leur sont propres, puisqu'ils doivent fonctionner sous le vide, ils doivent résister à des vibrations extrêmes lors des lancements, des environnements radiatifs très importants, que ce soit en termes de particules énergiques ou en cumul de doses, des écarts de température extrêmes. En quelques secondes, on peut passer de moins 80 à plus 100 degrés. Et chose importante, c'est qu'on ne peut pas revenir sur la conception une fois qu'elle est en vol. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de le réparer au sol, à part si on a une navette spatiale. Mais il n'en reste pas moins que ce sont des objets qui sont fragiles, qui sont vulnérables parce qu'ils disposent d'appendices, d'antennes, de panneaux solaires, d'instruments de grande précision. Et cette vulnérabilité, finalement, elle n'est pas forcément naturelle. Il n'est pas naturel de l'avoir en tête. Mais c'est une réalité, et cette réalité, c'est la vraie pour tout le monde, pour la France, les États-Unis, tous les pays. Alors ce qui est nouveau, finalement, dans le cadre de l'arsenalisation de l'espace, c'est la capacité d'atteindre cette vulnérabilité.
Et cette capacité, donc, elle permet de l'atteindre grâce à des développements technologiques. Donc les plus grands se sont réveillés là-dessus depuis les années 85. On a assisté aussi à des tirs depuis le sol vers des objets spatiaux, on y reviendra un peu plus tard. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le New Space, avec miniaturisation des objets spatiaux, multiplication des objets, baisse des coûts de lancement, les notions de constellation, d'agilité, de réutilisabilité et de nouveaux acteurs privés qui rentrent en jeu. Ensuite, au niveau du groupe de réflexion, on s'est posé les questions sur les aspects juridiques. Et alors, on a constaté que d'un point de vue juridique, il y avait quand même pas mal de lacunes, et je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Je ne rentrerai pas dans le détail. Et ensuite, on s'est posé la question de appliquer au spatial, qu'est-ce qu'un acte hostile au sens du droit international? Quelle est la limite entre une action de curiosité ou une action d'espionnage? Et question très importante aussi pour ces affaires-là, c'est à qui l'attribuer et comment en apporter la preuve. Et ensuite, derrière, quelles sont les réactions possibles? Réactions qu'on peut penser via de la diplomatie ou des actions plus coercitives. Alors ensuite, sur les menaces, donc ça a fait l'objet de pas mal d'échanges entre nous. Finalement, la question de poser, quels sont les moyens d'atteindre cette vulnérabilité? Alors on peut penser à des moyens du sol vers l'espace, de l'espace vers l'espace, du sol vers le sol. La première qui vient en tête, c'est l'atteinte de l'intégrité mécanique de l'objet ou du satellite par des moyens cinétiques. Mais ça présente un inconvénient, c'est que ça va générer des débris. Et quelque part, le fait de générer des débris, ça va polluer l'orbite, mais ça va la polluer pour tout le monde. Et donc on n'a pas forcément intérêt à polluer des zones d'orbite qu'on utilise. Alors on a eu des exemples de démonstration de capacité de destruction de satellites depuis le sol par les Américains, par les Chinois, récemment, il y a 2 ans, par l'Inde. Les Chinois qui ont détruit un satellite qui s'appelle Fengyun, qui a le gros désavantage d'être sur une orbite qui est à 850 km d'altitude et qui est une orbite qui est très utilisée pour l'observation de la Terre et pour lesquels les objets mettent entre 150 et 200 ans pour entrer, pour brûler dans l'atmosphère terrestre. Donc quand ils sont là-haut, ils y sont pour un moment. Et je suis bien placé pour vous dire que les débris de Fengyun nous perturbent régulièrement sur nos satellites et on est de temps en temps obligé de manœuvrer pour pouvoir les éviter. Ensuite, le deuxième moyen d'atteindre la vulnérabilité, c'est la perturbation de la charge utile. Donc charge utile optique, on peut chercher à l'éblouir, électromagnétique, soit depuis le sol, soit depuis l'espace. Ça nécessite des moyens évidemment différents. On peut imaginer des contre-mesures. On peut imaginer aussi des attaques des composantes au sol. Mais là, ça nécessite d'avoir accès à des territoires protégés. Donc c'est beaucoup moins discret. Des attaques cyber aussi, il faut s'en protéger. Et les débris spatiaux, donc on a eu quelques chiffres qui ont été donnés. Donc avec, je rappelle, 130 millions d'objets de plus d'1 millimètre. Et on ne suit que 20 000 objets référencés. Sachant que les objets les plus petits peuvent créer des dégâts très importants. On croise des objets à près de 14 km par seconde. Donc ce qui traduit des énergies assez importantes lorsque ça rencontre des corps. Ensuite, qui peut exercer ces menaces? Pour le moment, plutôt les plus grands. Donc les Américains, la Russie, la Chine, l'Inde, avec des capacités souveraines. La question est de savoir, est-ce que c'est encore vrai et est-ce que ça va rester vrai dans le futur? Alors la question, on peut se la poser parce qu'effectivement, on voit que les technologies d'accès à l'espace deviennent de plus en plus accessibles et accessibles à de plus en plus de pays. On peut penser à l'Iran, à la Corée du Nord. Tous n'ont pas forcément le même intérêt à sauvegarder le milieu par une action cinétique, c'est-à-dire s'ils n'ont pas de moyens sur cette orbite, finalement, s'ils la polluent, finalement, c'est pas trop leur problème. Et il n'y a pas besoin d'un accès sur une zone nationale pour atteindre la capacité. Donc du coup, l'espace, évidemment, devient un nouveau champ de bataille potentiel, et il y a une forte probabilité qu'un conflit symétrique puisse déborder dans les milieux espace comme cyber. Alors sur les possibilités d'action, on a pas mal discuté sur ce sujet. Dans le rapport, on a évoqué 4 scénarios de modes de déclenchement de conflits dans l'espace.
avec des questions sous-jacentes de capacité d'identification de l'agresseur. Alors on peut être dans la situation où on a été agressé, mais on ne sait pas qu'on a été agressé parce qu'on peut confondre un problème technique du satellite par une agression. On peut savoir qu'on a été agressé, mais on peut ne pas savoir par qui, et puis vouloir le dire ou ne pas vouloir le dire. Et on peut savoir qu'on a été agressé et savoir par qui. Et là aussi, on peut vouloir le dire ou ne pas vouloir le dire. Alors, maintenant, que faire en termes de prospective? Donc, il est évident que l'espace aura toujours une place très significative dans la gestion des conflits. Il sera aussi présent dans l'approche collaborative multimilieu. On aura de plus en plus d'informations à traiter, puisqu'on aura de plus en plus de capteurs en l'air, avec de plus en plus d'informations récoltées. Et là, l'apport de l'intelligence artificielle a un réel intérêt. Et il devra s'adapter aux évolutions technologiques et aux conséquences géopolitiques d'un accès facilité à l'espace. Alors l'espace, ça reste coûteux, même si par l'effet des séries, on arrive à réduire les coûts, mais ça reste à la base coûteux. Les constantes de temps de développement restent assez longues, et là aussi je différencierai l'effet de série où effectivement on peut avoir des constantes de temps assez courtes, et plutôt les effets de prototype dont on a aussi besoin dans nos missions d'appui. On peut évoquer les petits satellites, mais les lois de la physique sont têtues. On ne va pas faire de la grosse résolution avec des petits satellites. Donc on a toujours besoin de gros satellites, très pointus, des prototypes, et ceux-là sont longs à développer. Et des budgets limités, donc il faut qu'on soit intelligent. La première des choses, c'est avoir une bonne connaissance de la situation spatiale. L'idée, c'est identifier et ensuite pour pouvoir protéger. Travailler sur la résilience, multiplier les capteurs en l'air, de manière à être moins sujet à attaque. Et dans le paysage actuel où le monde civil se dote de moyens qui peuvent être aussi utiles pour des moyens militaires, se poser la question aussi de l'usage des moyens civils pour des besoins militaires. Maintenir notre autonomie d'accès à l'espace, évidemment, et travailler sur des moyens de protection adaptés et les menaces possibles. Donc il est important de mener des études technico-opérationnelles qui prend en compte ce contexte budgétaire limité. Il va falloir qu'on trouve le bon réglage entre l'aspect détection, l'aspect protection et l'aspect action. Développer une capacité de dissuasion. Si on a une capacité de dissuasion, on ne viendra pas nous chercher des misères. Et surtout démontrer cette capacité de manière à être dissuasif. Et dans le domaine de l'action, développer une capacité réactive d'accès à l'espace, car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les orbites sont des rails, on ne peut pas s'en écarter, et si on va avoir l'opportunité d'aller voir très vite un objet sur une orbite, en orbite basse, il faut pouvoir y accéder rapidement via un lancement spécifique, micro-lanceur, petit satellite. Donc voilà, je vous ai dressé un peu le contenu du rapport, donc vous trouverez pas mal d'informations sur l'historique, sur la nouvelle mission, les aspects juridiques, et aussi tout un tas de références sur les moyens existants, évidemment, portés à notre connaissance. Voilà, merci. Merci Pierre Pelipenko. On reviendra peut-être à vous sur les actions aussi, parce qu'il n'y a pas que l'arsenalisation, il y a aussi, on va parler un peu de peut-être, ce serait bien d'éco-conception. Nous-mêmes, est-ce qu'on est nous-mêmes finalement à l'abri non pas dans une intentionnalité, mais est-ce qu'on est bien raisonnable? Est-ce qu'on fait une bonne gestion de ce qu'on envoie? En tout cas, merci beaucoup. Et on reviendra peut-être à vous aussi sur le centre de Toulouse. Question au colonel Blanc. Mon colonel, d'abord en introduction, puisqu'on va beaucoup parler de l'armée de l'air et de l'espace, j'ai retrouvé la phrase de Julian Freund, que je trouve à propos de l'armée de l'air et de l'espace. Julian Freund explique quelque part dans ses miscellanées que dire qu'une force est disponible, c'est affirmer qu'elle existe. Voilà, je trouve cette phrase assez intéressante. Sachant par ailleurs, alors c'est tout à fait une insiste, mais le couvre-feu étant à 23h, nous ne parlerons pas de cyber. Hein, voilà, sinon on y serait. Voilà. Alain Crémieux, on a pris la décision de ne pas parler de cyber. Bon, mon colonel, moi je me situe du côté du grand public. Un jour, la ministre des Armées
fait un discours, le président dit on va changer les choses. Et puis on dit ben voilà, il va y avoir l'armée de l'air va changer de nom, de l'air et de l'espace, il va y avoir un centre à Toulouse. Est-ce que vous pouvez le commandement de l'air et de l'espace, la montée en puissance du CDE, est-ce que vous pouvez nous rappeler, d'un point de vue de l'intérieur et du sachant, les grandes étapes de cette montée en puissance, sachant que les ministres ne citaient pas l'incident qui était à la base, mais que tout le monde le connaît? Bonjour à tous. Donc, pour la force qui existe, vous voyez bien, j'existe, donc je suis présent et je suis bien du commandement de l'espace. Pour ce qui concerne effectivement le discours de la ministre, au début, au commencement je dirais pas de l'histoire, mais de la création, enfin de ce qui a conduit à la création du commandement de l'espace, a été la revue stratégique de défense et de sécurité de 2017, qui a identifié l'espace comme un milieu à part entière, à l'identique des milieux, je dirais, habituels, que sont la terre, la mer, l'air et le domaine cyber. Donc l'espace était considéré désormais, depuis cette revue stratégique, comme un milieu à part entière, un milieu d'engagement, et voire un milieu de confrontation. En 2018, à partir de l'été 2018, a été lancé le groupe de travail espace, dont les travaux ont été, je dirais, résumés dans la stratégie spatiale de défense qui a été évoquée par Pierre Pelipenko. Cette nouvelle stratégie spatiale de défense donc a abouti effectivement à créer le commandement de l'espace. Alors quels étaient les objectifs majeurs de cette stratégie spatiale de défense? Alors tout d'abord, c'était de répondre aux menaces émergentes et défendre dans l'espace nos intérêts spatiaux. Alors nos intérêts spatiaux ne se limitent pas à nos seuls satellites. Nos intérêts spatiaux sont bien plus larges et sont volontairement non précisément défini. Deuxième objectif majeur de cette revue stratégique, ou des conclusions de cette stratégie spatiale de défense, c'est de saisir les opportunités pour construire notre autonomie stratégique. Alors ça veut dire capitaliser sur le meilleur de notre modèle industriel et effectivement de ce qui est aussi offert par l'émergence de ce qu'on a appelé le New Space. Et puis d'élargir les coopérations qui jusqu'à présent étaient dans le domaine capacitaire, et d'élargir les coopérations au domaine à de nouveaux partenaires, et en particulier les ouvrir au domaine des opérations. On a élaboré à cette occasion une feuille de route avec 4 axes. Le premier axe, c'était d'élaborer, de construire, de produire une doctrine des opérations militaires. Deuxièmement, de se doter de capacités avec une nouvelle ambition capacitaire, avec une feuille de route associée. Troisième volet, c'était revisiter, revoir la gouvernance du spatial militaire avec une idée d'efficacité, d'efficience, de visibilité et surtout de concentration d'une expertise qui était rare et assez disséminée à l'intérieur du ministère. Et bien sûr, développer l'expertise spatiale militaire, qui est un des éléments clés de la réussite de cette nouvelle stratégie de défense. Alors, la question était sur la montée en puissance. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce qu'on a avancé depuis? Alors, la réponse, bien sûr, est oui, nous avons avancé depuis. La montée en puissance du commandement de l'espace se déroule à un rythme qui est soutenu. Et on a avancé dans tous les domaines, notamment, et je commencerai par le dernier domaine, le dernier axe que j'ai évoqué, c'est-à-dire la prise d'expertise, puisqu'effectivement nous avons développé nos compétences dans le domaine, en particulier grâce à notre partenariat avec le CNES. Et nous avons effectivement participé à des formations. Nous avons été en double commande avec les équipes de Pierre pour commencer à apprendre à opérer nos satellites. Nous avons aussi conduit des exercices multinationaux, en particulier avec nos partenaires et alliés américains. Donc participons, et avant le CDE, nous participions déjà à un exercice qui s'appelle Shriver Wargame, un exercice américain qui est à moitié politico-militaire et à moitié engagement.
Et puis un autre exercice s'appelle Global Sentinel, qui est aussi conduit par nos alliés américains, qui vise à travailler la connaissance de l'environnement spatial et la maîtrise du milieu. Nous avons lancé le premier exercice spatial militaire français qui s'appelait Astérix, en hommage au premier satellite, donc Astérix 21, qui a eu un retentissement fort, retentissement médiatique, qui a été d'autant plus fort que le président de la République est venu assister à cet exercice. Donc c'était le premier exercice spatial du genre en France et premier exercice du genre en Europe. Alors nous avons une ambition pour l'année prochaine, Astérix 2022, où là effectivement nous avons l'ambition de l'ouvrir à nos partenaires européens et à certains observateurs issus de nos partenaires stratégiques. Je pense en particulier aux Indiens qui nous ont demandé d'être observateurs lors de cet exercice et d'associer davantage de partenaires industriels, parce que lors de cet exercice, on a vu tout l'intérêt et tout le bénéfice que nous pouvons tirer de constituer une équipe d'industriels qui, en même temps que nous faisions l'exercice, nous trouvait des solutions, nous aidait à résoudre des problèmes et ne renvoyait pas, des questions ou des difficultés à l'exercice d'après ou au mois d'après ou à la loi de programmation suivante. Et donc nous sommes en train aussi d'ouvrir, et nous l'ouvrons à partir de la rentrée prochaine, toujours pour ce volet expertise, le centre de formation aux opérations spatiales militaires, qui sera bien sûr premièrement centré sur nos besoins du commandement de l'espace que j'ai évoqué, développement de l'expertise, capable de piloter, de faire voler nos satellites, comme disaient les Américains, mais aussi développer, un réseau plus large que celui des formations plus larges que celles qui visent à répondre à nos seuls besoins. C'est aussi de l'ouvrir à nos partenaires. Alors nos partenaires, bien sûr, sont ceux naturellement du ministère, mais sont aussi ceux de l'interministériel, d'autres ministères qui sont partie prenante, qui sont intéressés à acquérir des compétences dans le domaine spatial, mais aussi nos alliés européens, nos alliés de l'OTAN, nos alliés et en particulier nos alliés américains. Alors, deuxième axe, je les remonte à l'envers. Donc, je commençais par l'expertise qui est d'humain et qui est donc quelque chose qui est compliqué à construire et qui est déterminant, parce qu'on peut avoir toutes les capacités du monde, si on n'a personne pour les opérer et pour en tirer le meilleur, inutile d'en développer. Alors, deuxième volet, c'était l'ambition issue de cette stratégie spatiale de défense, c'était de développer le domaine capacitaire. Alors on avait, préalablement à cette revue stratégique, nous avions déjà une loi de programmation militaire qui était largement pourvue, puisqu'elle prévoyait le renouvellement de l'intégralité de nos capacités, qui jusqu'alors étaient les capacités dites legacy, c'est-à-dire les capacités classiques de l'espace évoquées par Pierre, qui étaient principalement l'observation de la Terre, donc le renseignement électromagnétique, etc. Donc on renouvelait toutes les capacités, on lançait les satellites d'observation en CSO, on lançait les satellites d'écoute électromagnétique CERES, on renouvelait nos capacités de SATCOM, bref, tous les systèmes qui étaient déjà en l'air allaient être renouvelés, donc il y avait une loi de programmation militaire qui était assez conséquente. Le domaine de la maîtrise de l'espace et de la surveillance de l'espace était aussi adressé, puisqu'on avait effectivement quelques rénovations qui étaient prévues dans cette loi-là. Alors la nouvelle ambition, elle a rajouté de l'argent, elle a mis de l'argent supplémentaire sur la table, et pour faire un effort en particulier dans le domaine de la maîtrise du milieu. La maîtrise du milieu, ça veut dire savoir, comprendre, et être capable de caractériser, d'identifier, ensuite d'attribuer un acte hostile et inamical. Et pour ça, ça veut dire développer des capacités de surveillance de l'espace. Justement, j'ai une question là-dessus, parce qu'en travaillant un peu, on en a discuté. Et aujourd'hui, à la différence, enfin, je fais un peu de marine quand j'étais petit, et c'est vrai qu'on avait en papier flotte de combat, hein, on voyait un bateau, là on regardait. Et vous m'avez dit, mais aujourd'hui, on n'a pas de flotte de combat, alors, et on ne sait pas, finalement, enfin, il faut remonter à la source, et c'est quand même extrêmement difficile. Donc c'est un des axes de travail. Je crois que je l'avais dit de manière plus humoristique en disant que le fameux satellite Louche-Olympe dont tout le monde a parlé, hein, donc le fameux satellite butineur, satellite russe qui se promène sur orbite géostationnaire et qui va, au voisinage de tous les satellites de télécommunications d'intérêt,
que j'ai dit que le Loucholem ne portait pas une chapka et que quand on le regardait, on ne savait pas forcément que c'était un satellite russe et qu'à ce titre, il y avait une façon de savoir que c'était un satellite russe, c'était soit de remonter à son lancement et donc être capable d'avoir, en fait, du moins avoir capitalisé pendant 5-6 ans l'ensemble des données orbitales de ce satellite, ou alors être capable, si on examine bien le satellite en question, pour cela il faut l'examiner de près, avoir des composants, des façons de fabriquer l'objet qui sont les marques de fabrique d'une industrie particulière, etc. Comme pour flotte de combat, où on sait qu'un bateau de tel type, voilà, il est issu de telle marine. Donc si je fais le maillage entre ce qu'a dit Pierre Pelipenko dans son rapport et ce que vous nous annoncez, est-ce que c'est un des axes de travail qui peut être seulement, on va glisser après sur l'international, mais franco-français, de construire un outil, alors évidemment numérique, ou d'identification, de recensement, sachant, bon, même s'il y a le New Space, on identifie quand même les acteurs. Enfin, on va voir Jeff Bezos partir, on sait que c'est lui qui part, normalement, avec son frère, me semble-t-il. Donc, est-ce que ça fait partie des enjeux de créer un outil, puisqu'il y aura multiplication des acteurs, des dangers, des potentialités? Est-ce que cette image de flotte de combat, qui est une galéjade, mais est-ce qu'elle est sur la table au niveau français et ou international? Alors, notre premier objectif en matière de surveillance de l'espace, c'est d'abord de disposer ce qu'on appelle une Recognized Space Picture, c'est-à-dire la vision la plus complète de ce qui se passe sur les différentes orbites. C'est-à-dire d'abord d'identifier les cinématiques, les positions des différents objets. Déjà, c'est pas totalement trivial. Sachant qu'on passe dans d'une logique qui était jusqu'à présent celle d'une logique de catalogage, c'est-à-dire une logique de veille où une fois qu'on avait un objet, cet objet-là, obéissant aux lois de Kepler, on n'avait pas besoin d'avoir des mesures très régulières pour être capable de le suivre. On avait quelques mesures qui permettaient ensuite de le cataloguer, de le mettre en base de données et de savoir qu'il allait passer tel jour à telle heure au-dessus de tel point pour un satellite en orbite basse, et puis pour un satellite géostationnaire, c'est encore plus simple puisqu'ils avaient une dérive à peu près normale. Ça, c'est de l'anticollision classique, c'est des objets entre guillemets collaboratifs. Ce qui est plus difficile à gérer, ce sont les objets. On n'est plus dans une logique de catalogage ni de veille, mais dans une logique de poursuite, c'est-à-dire on est obligé de suivre certains objets spatiaux, ceux qui sont non coopératifs, non collaboratifs, qui manœuvrent. Et donc si on doit être là au moment de la manœuvre pour être capable de savoir ce que va devenir la trajectoire, ce que va être la trajectoire du satellite en question. Et donc ça demande des moyens donc différents de ceux qui étaient préalablement disponibles. Et on ne peut pas se satisfaire aujourd'hui, compte tenu de l'émergence et du nombre de plus en plus important de satellites de ce type-là, on ne peut pas se satisfaire de simples catalogues d'objets. On est obligé, pour certains objets qui ont une importance particulière, on est obligé de les suivre, de les suivre pour ensuite, derrière, être capable de savoir quelle va être leur trajectoire, quelle va être leur intention. Et donc on a ce premier point qui est effectivement ceux qui sont non collaboratifs, et puis on a aussi un deuxième point qui est technologique, celui-là, c'est l'arrivée de la propulsion électrique qui perturbe les orbites keplériennes, mon cher Pierre, et donc à ce titre, on a beaucoup plus de mal de les suivre puisqu'ils poussent tout le temps et donc ils n'ont plus une trajectoire totalement déterminée. Alors, peut-être je vous laisse répondre sur le... Non ? Un mot important, parce que je sais que le général Fielding, et vous le représentez aussi d'une certaine manière à cette table ronde, et en parle aussi très régulièrement, le fameux centre de Toulouse, donc qui concerne toute la table ronde, mais je vous laisse donner votre vision des choses. À quoi, d'abord, l'architecture est assez, enfin, j'en ai vu des assez belles, enfin, à quoi l'architecture extérieure, de ce qu'on a pu en voir en maquette. Où est-ce qu'on en est on nous a donné, à nos journalistes, des croquis d'artistes, mais c'est toujours très beau, c'est comme les résidences qu'on habite, c'est toujours, même c'est marqué non contractuel. Donc, voilà, donc, sérieusement, le centre de l'espace, quels sont les jalons en termes de date, en termes d'accueil d'industriels, de CNES, de DGA, de ministères, comment, quand et avec qui? En deux mots, enfin, quelques mots. En deux mots, ça sera un petit peu compliqué. Je vais essayer de faire assez court quand même. Alors quand, on l'espère en 2025, avec qui on sera à proximité immédiate du Centre spatial toulousain. Est-ce qu'on aura avec nous
On aura nos partenaires de la DGA. J'ai cru comprendre que certaines équipes allaient venir avec nous. Est-ce que nous aurons avec nous nos camarades de la direction du renseignement militaire? Certaines équipes se joindront aux nôtres. En termes de montée en puissance, on a aussi, avec tous ces problématiques d'implantation, on a aussi la question du centre d'excellence de l'OTAN. Parce que je rappelle donc que la France s'est vue confier la constitution, la création et la mise en œuvre du centre d'excellence de l'OTAN dédié à l'espace. Et donc ce centre d'excellence de l'OTAN sera colocalisé avec je dirais, notre commandement de l'espace à Toulouse, bénéficiant de l'environnement toulousain qui est riche, de l'écosystème technique, de l'écosystème universitaire, et puis aussi de la proximité du commandement de l'espace. Voilà. Et donc là, pour le centre d'excellence de l'OTAN, on a aussi une feuille de route qui est tracée, avec des jalons précis, puisqu'on espère une première capacité opérationnelle de ce centre l'été 2022, avec l'arrivée des premiers partenaires à peu près entre 2022 et 2023, et nous allons l'équipe projet qui va être constituée dès septembre prochain. Voilà, j'essaie d'être précis dans ma réponse. Merci de ces précisions. On va juste, avant de passer la parole à Jean-Baptiste Pin, on a parlé de réglementation internationale. Bon, il y a effectivement en matière d'espace, puisqu'on ne réglemente que ce qu'on connaît bien. Il n'y a que le traité de 67, qui est le seul élément juridique international. J'ai un peu regardé, mais avec ma compétence de béotien, c'est pas du tout la convention de Montego Bay. C'est beaucoup moins. Évidemment, Montego Bay, c'est 92, et puis la mer, on la connaît depuis un peu plus de temps. Est-ce que vous pouvez rappeler quand même la philosophie de ce traité de 67, les évolutions éventuelles, et dernière question. On voit fleurir tout le monde, puisqu'il y a aussi la notion de débris, d'éco-conception, d'environnement, tout le monde a vocation aujourd'hui à s'occuper de l'espace. L'ONU dit on va regarder, l'ISO même veut faire des normes. Il y a évidemment l'OTAN, il y a évidemment l'Union européenne et Thierry Breton dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, comme vous l'avez fait brillamment, en quelques minutes, le traité de 67 et puis toutes ces espèces, enfin pas ces espèces, ce serait toutes ces initiatives, mais qu'est-ce qu'elles valent réellement? L'ONU dit qu'il va falloir qu'on regarde les débris dans l'espace. Et puis après, on en entend moins parler. Enfin, un paysage de la réglementation, législation internationale coopérative. Merci. Alors, le premier principe du traité de 67, c'est le principe de liberté d'utilisation de l'espace. L'espace étant considéré comme un bien commun de l'humanité. Donc il n'y a effectivement pas d'idée de souveraineté dans l'espace. À part bien sûr les satellites eux-mêmes qui peuvent avoir une once ou une parcelle de souveraineté en orbite. Donc il y a effectivement une utilisation pacifique de l'espace. Il est interdit de placer des armes de destruction massive dans l'espace. Il y a interdiction de militariser la Lune et les corps célestes. Et comme l'a évoqué Pierre, la délimitation est assez ambivalente, puisque effectivement c'est la ligne de Kálmán, donc c'est 100 km environ d'altitude. Alors la position, effectivement, je dirais, beaucoup d'entités s'intéressent à la génération d'un nouveau corpus juridique, réglementaire, normatif pour ce qui est de l'espace. Effectivement, on a de plus en plus d'utilisateurs, on a de plus en plus d'utilisation. Et la question se pose de savoir comment a-t-on besoin de normes, a-t-on besoin de règles. Alors la réponse est vraisemblablement nous avons sûrement besoin de règles, nous avons sûrement besoin de normes. Doit-on les développer, les rendre juridiquement contraignantes? Est-ce que c'est pas prématuré? Sachant qu'on n'a pas encore totalement défini un certain nombre de concepts. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est responsable, qu'est-ce qui est irresponsable. Et donc à ce titre, la France et je dirais la communauté, plus généralement la communauté de réflexion autour de ces problématiques, communauté occidentale qui est rassemblée
en particulier autour de ce qu'on appelle le Combined Space Operation, qui est un groupe je dirais de nations rassemblées autour des États-Unis, des Five Eyes et de la France et de l'Allemagne, réfléchissent à promouvoir d'abord des normes de comportement responsables. D'abord, il faut se mettre d'accord entre nous pour savoir qu'est-ce qu'un comportement responsable dans l'espace. On peut trouver facilement des pistes assez simples. Ne pas produire de débris de longue durée, c'est un comportement responsable. Ne pas avoir des manœuvres de rapprochement en orbite non annoncées ou non prévues. C'est quelque chose qui constitue un comportement qui n'est pas jugé très amical ou non hostile. Et donc, il y a un certain nombre de travaux qui sont conduits, en particulier, et là la France a soutenu une résolution qui a été portée par les Britanniques, une résolution auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui vise justement à cette démarche-là de promouvoir des normes de comportement responsable, pour l'instant non juridiquement contraignantes, mais qui permettent de lancer un dialogue à l'échelle internationale pour savoir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, et quelle est la lecture d'un acte, donc d'un comportement, par un tiers. Parce que ce qui peut être jugé responsable pour nous ne l'est pas forcément pour un autre. Le droit maritime s'est construit bien après l'arrivée des bateaux en mer et bien après l'arrivée des bateaux en haute mer. L'arrivée, des premiers vaisseaux dans l'espace date de 60 ans, et c'est pas, je dirais, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de recul, on n'a pas beaucoup de retour d'expérience sur qu'est-ce qui est réellement jugé comme responsable. Alors après, le deuxième axe de réflexion qui alimente tous les cénacles, c'est la question du Space Traffic Management. Doit-on... Je posais la question aux industriels. Voilà. D'accord. On s'arrête là. Je salue Emmanuel Kiva qui nous rejoint, et ça tombe bien puisque on va en parler avec, c'est vraiment une coordination absolument parfaite. Bonjour et merci. On va en parler avec la DGA. Une fois posé tout ce que l'on vient de rappeler, monsieur l'ingénieur en chef, voilà, la DGA a une grande habitude de l'espace, il y a plusieurs programmes. D'abord, nous rappeler un petit peu, puisque Grave est quand même au centre des choses, comment est né Grave, et comment il s'est développé et comment on le valorise aujourd'hui. Et puis nous dire un peu, alors évidemment tout ça se fait en ingénierie concourante, vous ne découvrez pas un beau jour le discours de la ministre et puis ça ne tombe pas comme ça, mais comment vous vous êtes organisé pour mettre en cohérence la grammaire de l'espace qui a été décidée par le président de la République. Et puis, dans un deuxième temps, on va parler de l'avenir et qu'est-ce que vous aimeriez demander. C'est le moment, Emmanuel Kiva, pour l'Agence de l'innovation de défense. Profitez-en, et on a 10 minutes. Merci. Bien, merci. Bonjour à tous. Alors oui, peut-être pour commencer sur l'historique de Grave, puisque c'était votre première question. Alors c'est vrai que Grave, à l'origine, c'est un démonstrateur, donc créé dans les années 2000, donc sous la maîtrise d'œuvre de l'ONERA, à première vue, donc à des fins de validation technologique, d'expérimentation, et pas forcément à visée opérationnelle. Mais bon, il se trouve que ce démonstrateur, il a rendu et il continue de rendre aujourd'hui de très nombreux services. Il est peu à peu passé dans une logique finalement d'intégration dans une chaîne opérationnelle. Alors je tiens à signaler que c'est pas forcément une anomalie d'ailleurs dans l'histoire des capacités de la défense. Il y a un autre exemple dans le milieu spatial qui est celui des capacités d'écoute. Je pense au démonstrateur ELISA, notamment, qui est encore actif aujourd'hui, alors même s'il est en passe de ne plus l'être bientôt, il va être bientôt désorbité, mais c'est un démonstrateur d'interception des signaux radars, d'écoute électromagnétique, qui a été lancé en 2011, conçu de la même manière dans une logique pure de démonstration, mais qui finalement s'est avéré rendre de précieux services opérationnels et qui petit à petit a été intégré dans la chaîne de renseignement. Et demain va déboucher sur son successeur qui sera la vraie première capacité opérationnelle au sens propre qui sera Céleste.
Donc on voit, c'est pas forcément une anomalie dans le monde de la défense d'avoir des objets de démonstration qui pas forcément conçus dans une logique opérationnelle, mais qui le deviennent. Et de plus grave, ça a été quand même un game changer pour la défense. Je vais vous relater une histoire qu'on m'a contée. J'étais pas là, alors je m'excuse par avance si j'en déforme un peu la réalité de par le téléphone arabe, mais ce qui m'a été raconté, c'est que peu à peu, une fois que donc, la défense française a acquis grave et a commencé à ne plus être aveugle sur ce qui se passait dans l'espace, il y a eu des communiqués, peut-être malheureux ou pas, ça dépend comment on le voit, selon lesquels, donc communiqués publics selon lesquels on a dit ah bah c'est super, on commence à voir des choses qu'on ne voyait pas avant, que ce que les Américains, nos alliés américains, ne nous montraient pas. Bon, évidemment, réaction outre-Atlantique, pas forcément n'a pas forcément très apprécié cette sortie. Donc les personnes en charge à l'époque se sont fait convoquer dans les jours qui ont suivi ces déclarations, convoquées aux États-Unis par donc des officiels américains pas forcément très contents des déclarations qui avaient été faites. Et donc, voilà, qui commence sur le mode à faire certaines remontrances en disant c'est pas bien, on peut pas dire ça publiquement, les alliés. Et là, je trouve que les personnes en charge à l'époque, côté français, ont été assez malins en disant mais finalement, c'est nous qui ne devrions ne pas être contents puisque ça fait des années que vous, Américains, vous communiquez publiquement sur les orbites de nos satellites, vous distribuez ça publiquement et nous, on devrait aussi ne pas être contents sur ça. Donc, bon, visiblement, réponse à laquelle ils ne s'attendaient pas trop. Donc, ils ont convenu après ça qu'effectivement, il fallait que la France et les États-Unis se parlent. Et du coup, la France est rentrée comme un allié, un partenaire stratégique des Américains et a commencé à échanger des données dans ce domaine-là. Et grave, le radar grave a été le point de départ de cette relation, parce que c'est quand même un peu une constante dans la relation avec les alliés américains. C'est tant que vous avez rien, ils vous montrent rien. Quand vous commencez à avoir des choses, vous commencez à rentrer dans le club. Donc c'est quand même une très belle histoire. Alors c'est vrai que pendant des années, finalement, le domaine de la surveillance de l'espace, pas dire qu'il a été marginalisé, mais il ne s'est pas forcément développé. Il a fallu, effectivement, le point de départ, l'impulsion nouvelle, ça a été la publication de cette stratégie spatiale de défense en 2019, qui a abouti donc concrètement au niveau programmatique à la création d'un nouveau programme qui s'appelle ARES, pour Action et Résilience Spatiale, et qui a vocation à décliner capacitairement cette nouvelle ambition portée par la stratégie spatiale de défense, à savoir ce qui a été dit par Pierre tout à l'heure, ce qui repose sur le triptyque, surveiller, protéger nos satellites, être capable de réagir dans l'espace. Et ça, c'est vrai que c'est tout un nouveau champ capacitaire qui s'ouvre devant nous, qui est à construire. Et avant qu'on ne donne la parole aux industriels, concrètement, là déjà, vous le gérez comment? Par gros programmes, par management de petits programmes qui s'additionnent? Comment ça se passe? Alors, oui, voilà. Donc ça s'articule surtout. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment c'est un nouveau programme qui se constitue. À côté de ça, on va garder nos programmes pour pérenniser nos capacités d'observation, de satellites de communication, de satellites de renseignement, parce que on l'oublie un peu aussi, mais c'est quand même l'autre pilier de la stratégie spatiale de défense, c'est quand même aussi de préserver, de continuer à préserver toutes ces capacités historiques. Et aujourd'hui, l'événement complètement inacceptable, ce serait de se retrouver du jour au lendemain avec une rupture capacitaire d'une de ces capacités. Et c'est d'ailleurs un peu une singularité du monde spatial, c'est que finalement on a des capacités à durée de vie pas très longue, entre 7 et 10 ans. Et compte tenu des cycles de développement des capacités qui sont à peu près du même ordre, on a à peine lancé une capacité qu'on est déjà en train de préparer la suivante. Donc, il y a toujours ces programmes un peu individuels pour les différentes capacités. Et au-delà de ça, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est ce qu'on appelle maintenant au niveau de la DGA les démarches de capacitaire étendues, qui essayent un peu justement, dont le but, c'est d'essayer de sortir de ces silos programme par programme. Là, je voulais en venir. Et voilà, et d'essayer d'avoir des approches un peu transverses lorsque c'est pertinent. Et alors pourquoi c'est pertinent dans le milieu spatial finalement de se dire
pourquoi c'est pertinent de ne plus considérer mes capacités uniquement par mission, par grand domaine, mais bien de le considérer au niveau d'un ensemble. Il peut y avoir deux réponses à ça. La première, c'est que finalement, les capacités spatiales elles-mêmes, elles deviennent de moins en moins monomission. On peut imaginer, et notamment c'est très vrai pour la surveillance de l'espace, que demain, tous nos satellites que l'on envoie, ça devienne des capteurs secondaires de surveillance de l'espace. On peut mettre des capteurs optiques, radiofréquences sur tous nos satellites et en faire un moyen de vecteur de surveillance de l'espace. Ça a déjà commencé d'ailleurs sur nos satellites Syracuse 4, là, ceux qui vont être lancés fin d'année et l'année prochaine. Ils vont être équipés pour la première fois un peu de moyens de surveiller leurs abords. Donc c'est déjà les prémices de cette capacité. Et c'est quelque chose qu'on se voit aussi beaucoup développer aux États-Unis, cet aspect un peu multimission des satellites qui sont plus forcément dédiés à une seule fonction, mais qui peuvent remplir un ensemble de tâches. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est se dire qu'il peut y avoir aussi un intérêt à considérer les capacités spatiales comme un tout pour en optimiser un peu leurs effets. Si je peux donner des exemples, c'est de se dire, demain, un satellite de communication, c'est plus forcément le seul moyen d'assurer de l'élongation entre la métropole et le théâtre pour des hommes, pour des fantassins, pour des militaires. Mais ça peut être aussi un moyen de faire communiquer des capacités spatiales entre eux, soit pour descendre du renseignement beaucoup plus vite sur un théâtre d'opération, soit pour transmettre des ordres plus vite pour une capacité spatiale. Donc voilà, c'est un exemple qui dit qu'il peut y avoir un intérêt à mettre en réseau ces capacités et à les penser. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'avoir cette démarche un peu étendue. Et pour se dire aussi qu'il y a des opportunités de mutualisation, certainement, peut-être dans le traitement de la donnée, de ces moyens, pas forcément la peine que chaque programme redéveloppe ses propres capacités. Donc c'est vraiment appréhender le système spatial. C'est vraiment ça qu'on cherche à faire, c'est créer un système spatial et plus forcément des capacités côte à côte, les unes à côté des autres. Et comme le monde est bien fait, vous avez à vos côtés des industriels pour vous aider. Voilà. Et donc maintenant, je vais me tourner vers Jean-Pierre Serra, Airbus DS. Qu'est-ce que vous fournissiez en général aux forces de manière classique et en quoi est-ce que cette doctrine et les évolutions technologiques, on va parler peut-être un peu d'intelligence économique, d'intelligence artificielle, pardon, et de matériaux nouveaux, par exemple, pour éviter les débris. Qu'est-ce que ça a entraîné pour vous comme changement dans l'offre et l'accompagnement de la DGA et des forces? Et je poserai la même question pour être sur un pied d'égalité totale au général Lapran de Thales. Il est général aussi, mon ami. Et je lui dis général. C'est important d'appeler les gens par leur titre, monsieur le journaliste. Nous ne n'avons pas servi dans la marine nationale. Merci Gérard. D'abord, je vous remercie de la question. Je n'avais pas forcément prévu d'intervenir sur cette question-là, mais elle était incluse dans ce que je voulais dire. Mais je vais prendre quelques minutes, peut-être pour faire quelques commentaires sur tout ce qui a été dit, sur 4 points. Bon, j'aime bien développer en 3, mais là, je vais faire exceptionnellement en 4. Le premier, c'est un peu le contexte historique. Juste pour dire, par rapport à tout ce qui a été mentionné, que finalement, de l'ambition spatiale qu'on a eue, de toujours, on en est maintenant arrivé à une nécessité. Bah oui, le spatial, c'est devenu une nécessité. Vous vous levez le matin, chacun d'entre vous ici, vous utilisez 15, 20 satellites. Vous ne savez peut-être pas, pour beaucoup ils le savent. Et c'est donc aujourd'hui une clé de voûte de la société, comme c'est une clé de voûte de l'opération. Et ça conduit forcément à des dépendances économiques, des dépendances politiques. Et donc ça nous amène, nous, industriels, forcément, vers un terrain de compétition économique, industrielle, technologique et militaire. Donc ça, c'est le premier point que je voulais dire, parce que vous avez mentionné tout à l'heure, à juste titre, parce que c'est tout récent, c'est la déclaration de Biden au niveau de l'OTAN. Oui, si ça rentre dans l'article 5, et c'est parti pour, ça va changer la donne. Clairement, ça veut dire qu'un asset aujourd'hui souverain spatial va devenir donc finalement toute attaque contre cet asset impliquera une riposte au niveau de l'OTAN. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important.
Et alors pourquoi c'est important? Mais là je prends peut-être, merci Gérard l'avoir mentionné, ma casquette d'ancien, enfin général toujours, mais ancien opérationnel. Et puis d'ailleurs, celui qui a mis en grave dans les opérations, parce que je suis allé le chercher à l'ONERA et je l'ai mis au CDAOA dans les années 90, pas sans facilité d'ailleurs. Et lorsqu'on a créé la première division de surveillance de l'espace, toutes les anecdotes sont en partie vraies, même si après il y a toujours de la romance derrière. Alors, je reviens maintenant sur l'opérationnel que j'ai été, simplement pour dire que, bah oui, l'espace, c'est un centre de gravité qui est évident, le centre de gravité de toutes les opérations de demain. On ne peut pas imaginer un instant, et j'ai bien entendu la prudence, y compris en début de meeting par le général Destrumeaux, qui disait « pourrait être », vous l'avez aussi d'ailleurs dit, « pourrait être un espace de conflit ». Non, ça sera. Il ne faut pas se poser de questions, ça sera. Déjà, non. Et pourquoi ça le sera? Parce que c'est un centre de gravité. Et on ne peut pas imaginer un instant un conflit symétrique de haute intensité sans qu'un adversaire puisse aller cibler le centre de gravité que représentent justement les capacités souveraines spatiales, qu'elles soient optiques, qu'elles soient de télécommunications. C'est évident, parce qu'on est dans un monde de la connectivité où se mêlent de plus en plus, de façon extrêmement imbriquée, le monde civil, le monde militaire, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a besoin de cette résilience et de la protection de la société. Bon, ça c'est le premier commentaire. Le deuxième, c'est évidemment sur ce qui a été dit sur le traité de 67, et merci Thierry de l'avoir souligné, parce que peu le savent, et à quel point il est quand même important d'avoir rappelé ce que ce traité impliquait. Et puis aussi, surtout, dire que les capacités spatiales, elles ont été évidemment très importantes, tant en tant qu'atout, j'allais dire, d'intelligence, j'aime bien le terme, pour gagner une guerre, oui, c'est vrai, mais aussi pour ne pas la faire. Alors, la gagner, bah oui, la gagner, c'est ce qu'on a fait la première guerre du Golfe, grâce aux capacités militaires, parce que ça a permis évidemment d'avoir un avantage considérable sur une armée qui était quand même puissante, même si elle était qualifiée après coup de pas forcément si puissante que ça, mais au moins en nombre elle l'était, c'est la capacité irakienne. Et puis on a celle aussi peut-être de l'éviter, parce que c'est quand même grâce à la capacité Hélios et la volonté de Pierre Jox à l'époque de développer cette capacité en capacité autonome d'appréciation de situation qu'on a pu éviter donc évidemment l'implication de la France dans une deuxième guerre du Golfe. Et ça, les gens l'oublient. Donc ça veut dire que finalement, on voit bien tout l'intérêt qu'il peut y avoir dans ces capacités souveraines qui permettent d'avoir dans un pays cette autonomie stratégique. Le troisième commentaire, c'est que finalement, j'ai parlé de dualité, ça c'est extrêmement important, et là je vais répondre un peu plus maintenant à votre question sur la dualité. Alors, d'abord, l'industrie, et ça c'est une force en France d'avoir 2 maîtres d'œuvre historiques qui sont de grande valeur. Bon, on ne va pas faire le numéro 1, le numéro 2, etc., c'est bien classique, on le sait. Oui, enfin, sauf que le numéro 1, il reste toujours le même, mais c'est pas grave. Mais il nous reste 7 minutes. Mais en revanche, ce que je veux simplement dire, c'est que je savais qu'ils étaient terribles, je les gardais pour la fin. Mais on a une force considérable, et ça, c'est un historique, c'est l'héritage de plus de 40 ans. Où finalement on est arrivé à faire beaucoup de choses. Et en particulier d'avoir ces tickets aujourd'hui d'entrée dans des capacités extrêmement performantes, que ce soit dans le monde des communications, dans celui de l'observation, ou maintenant aussi dans celui des constellations. Et ça, c'est un atout considérable. Et quand on ramène ça d'ailleurs au budget, qui sont comparés, quand on met 50 milliards sur la table au niveau États-Unis, qui mettent $75 par an sur $100 dépensés dans le spatial, qu'à côté de ça, l'Europe, elle en met 100, et que la France, elle met 0, de mémoire, ça doit être 0,1 ou 12% de son PIB sur son spatial, et bien ça rend quand même une Europe une des premières puissances spatiales au monde. Et ça, il faut quand même pas oublier que derrière, c'est tout un tissu industriel qui est généré par la DGA, bien sûr, l'État, et puis le MOI et tout l'écosystème de sous-traitants derrière. Alors, on est arrivé à faire beaucoup de capacités. Et ces capacités, elles servent aussi bien pour le militaire que pour le civil. Le dernier en date, la Airbus vient de lancer
un satellite d'extrême, enfin de très haute résolution, pardon, on n'arrive pas encore à l'extrême, on le prépare là, de très haute résolution, qui s'appelle Pléiade Néo. Bon, ben ça c'est un super succès, c'est de l'investissement 100% Airbus, à risque, on l'a fait parce qu'il fallait, parce que le marché, etc. Mais aussi parce qu'il y a cette dualité qui est importante, où on voit bien qu'il y a un marché qui est captif de commercialisation d'images, mais à côté de ça, il y a un soutien des États qui sont demandeurs justement de cette imagerie de très haute performance. Et ça, il y a peu de pays dans le monde, on peut le mettre sur 3 doigts aujourd'hui, qui sont capables de faire ce niveau de performance. Enfin, je dirais que rester leader en France, c'est une chose, mais que la France souveraine sans une Europe forte, c'est pas possible, de mon point de vue, et vice-versa d'ailleurs. Donc ça veut dire que tout ce qu'on va développer est de plus en plus, et notamment pour la maîtrise de l'espace, et en particulier pour tout ce qui va toucher à la sécurité de l'espace, et probablement aussi à la surveillance, mais aussi à la dépollution, puisque vous avez parlé des débris, ça doit se faire dans une ambition européenne. Ça pourra difficilement se faire dans un contexte purement budgétaire national. Et c'est pour ça qu'il faut avoir ce fer de lance industriel qui est important aujourd'hui au niveau national, mais aussi continuer à développer les partenariats, les alliances. Et c'est pour ça que ce que disait François Mestre était très juste tout à l'heure. L'industriel investit, bien sûr, en national. Quand on fait une capacité souveraine, comme on les fait tant dans les 1000 SATCOM que dans l'observation, Airbus, avec Thales, on fait les grands programmes nationaux. C'est tout l'écosystème qui est en grande partie national derrière, en grande partie national. Mais quand on doit aller attaquer un marché export ou même un marché domestique européen, parce que la dimension européenne est importante, d'ailleurs personne n'a posé vraiment la question de la souveraineté nationale et de la souveraineté européenne. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté européenne et à quel moment elle va émerger? Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est probablement le sujet majeur. Et ça va être obligé d'être mis sur la table au travers des développements en coopération qu'il va y avoir à construire, notamment sur ces grands enjeux de maîtrise de l'espace, où il va falloir effectivement proposer des solutions. Et les solutions, vous avez, et je termine là, mentionné, Grave, j'en suis ravi, vous avez mentionné les géotrackers, bien sûr, filiale, qui fait un travail remarquable avec ces télescopes, mais ce n'est pas suffisant. L'avenir, c'est pas là. L'avenir, c'est faire de la surveillance de l'espace à partir de l'orbite. C'est une évidence pour pouvoir identifier, caractériser, attribuer une action, pour pouvoir même agir. Il boue sur le sujet. Il boue. Il boue. Du verbe. Mais vas-y, Gérard, enchaîne sur le. Voilà. Et puis, voilà, et puis plus sérieusement, après, je voudrais quand même que, puisque vous avez, mon général, parlé de l'Europe. On a un peu regardé, et puis je connais un petit peu l'Air Traffic Management, un ATM européen, mais qui s'appuie sur une société commune, qui est César. Hein. Donc, puisque vous avez parlé de l'Europe, d'abord, je voulais réagir en tant que numéro 2 ou en tant que numéro 1 à ce qu'a dit votre alter ego. Et puis un mot quand même sur les technologies de rupture de demain, avant de laisser la parole à Emmanuel Kiva, donc intelligence artificielle et ATM, c'est un César de l'espace, ça serait bien un César de l'espace quand même. Alors dans l'ordre, bonjour mesdames et messieurs. Alors je vous invite à lire le rapport que j'ai trouvé très intéressant, mais je voudrais faire un correctif sur ce rapport parce que c'est marqué que Airbus et Thales, nous sommes attachés à l'old space. Non, nous étions dans l'espace depuis longtemps. On n'est pas particulièrement attaché à l'old space, et au contraire. Et si on avait été attaché à l'old space, on serait mort. La première remarque un peu liminaire, mais je vous invite à lire le rapport, il est très intéressant. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce qu'a dit Jean-Pierre sur le spatial et les généralités sur l'utilisation de l'espace. Et toutes les choses bien qu'on a fait grâce à l'appui de la DGA et du CNES et pour doter la France de capacités souveraines qui sont quand même d'un niveau inégalé en Europe, ça c'est sûr, et d'un niveau des tout premiers mondiaux. Voilà. Donc, je ne veux pas reprendre cette partie-là, je veux dire simplement que, bon, nous, on a été très heureux qu'il y ait cette stratégie spatiale de défense qui sorte là, en 2019. Voilà, parce qu'on était déjà très contents de la LPM, et on était contents que ça s'agite à la hauteur, parce que nous, on est opérateurs de satellites parfois, et on voit aussi des choses en orbite. Donc, depuis un certain nombre d'années, on s'intéressait à ces choses-là, etc. Et dans cette stratégie spatiale de défense, il y a un élément qui est important. Il est écrit que la France s'appuiera à la fois sur des capacités patrimoniales et sur des offres de services.
Jean-Pierre a parlé de son Pléiade Néo. Le général. Il veut bien que je l'appelle Jean-Pierre. Non, le général Serra a parlé de son Pléiade Néo. Et je voulais vous dire que nous, on a regardé un peu ce qui se passe dans le monde civil, en particulier en matière de surveillance de l'espace. Et il y a 3 ans, grosso modo, on a trouvé une société canadienne qui s'appelle Northstar, dont c'est une start-up. C'est une start-up dont le but est de mettre des satellites à 400 km de la Terre et des satellites qui regardent en l'air, en fait. Donc des satellites qui regardent toutes les orbites spatiales. Ces satellites surveillent entre eux, donc voilà. Et nous, on a investi dans cette société-là. On va fabriquer les premiers satellites. Les premiers services seront fournis en 2022. Donc ça me donne une surveillance de l'espace, depuis l'espace. Donc je m'affranchis des contraintes de la météo, etc., des contraintes atmosphériques. Et je surveille l'espace comme ça, toutes les orbites. Et si je reste assez longtemps en l'air, j'aurai un peu d'historique. J'aurai vu le lancement. Je saurai par où il est passé, pour répondre à ce que disait tout à l'heure le Coël Blanc. Donc on a investi là-dedans. C'est pour trouver un équilibre entre le patrimonial et l'offre de service. Donc nous, on s'est orienté aussi vers cette offre de service. Évidemment que les moyens patrimoniaux sont importants parce que de temps en temps, je peux vérifier que ce qu'on me raconte est bien vrai. Et le but, et c'est une offre de service, on s'abonne à ce service. Le commandant de l'espace s'abonne aux données de ce service et il reçoit chez lui les données issues des capteurs sur les satellites. Voilà. Donc ça, c'est la complémentarité. C'est du serviciel. Patrimonial de service. On est déjà dans une approche servicielle de coopération un peu différente que de la vente. Non, c'est simplement parce qu'en fait, ces sociétés aussi, elles, son business, c'est de l'anti-collision pour les opérateurs de satellites à droite à gauche. Mais voilà. Donc la demande du commandement de l'espace, par exemple, d'avoir directement les données brutes et pas des données traitées, le commandement de l'espace pourra avoir accès aux données brutes et le commandement de l'espace traitera ces données. C'est pour montrer l'exemple de complémentarité. Et complémentarité des choses qu'on fait et des sociétés innovantes, des start-up, etc., qu'on va encourager et aider à grandir. Ça, c'est sur le volet surveillance de l'espace. On regarde aussi tout ce qui se fait au niveau de l'Union européenne sur les affaires de in-orbit servicing. Parce que dans le rapport, on dit c'est presque écrit comme ça. Si je ne suis pas capable de détruire un satellite depuis le sol, alors je ne suis rien du tout. C'est pas vrai, ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Regardez comment... en 3 minutes. Regardez comment un petit satellite qui vient tourner autour d'une autre peut nous embêter, peut nous poser des questions. Rien que de mettre un objet à côté d'un satellite patrimonial de quelqu'un, ça, c'est une vraie capacité. Il n'y a pas besoin de détruire un satellite depuis le sol pour ça. OK ? Voilà, sur ce premier volet, c'est ça. Merci beaucoup. Je pense qu'on se retrouvera l'année prochaine pour le deuxième volet. Quand vous voulez. Parce qu'on me fait signe, la régie me fait signe qu'il y a des... Non, c'est qu'il y a des questions, Alain. Il n'y a pas de questions. Donc peut-être un mot avant qu'on laisse la parole à Emmanuel Kiva, et je vais demander au colonel Blanc, mais il ne m'écoute plus. Mon colonel, j'ai parlé en introduction... J'étais un peu passé pour un rigolo quand je parlais de New Space et tout le monde m'a dit c'est le Next Space. En un mot et pour introduire Emmanuel Kiva, chacun en un mot de conclusion, le Next Space, ça va ressembler à quoi de ce qu'on en sait? Si quelqu'un le sait ici précisément, je pense qu'il a fait fortune. Mais en revanche, il y a un certain nombre je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui permettent d'alimenter la réflexion. On imagine des architectures qui seront plus distribuées, des architectures ou des systèmes plus désagrégés, c'est-à-dire en gros qui ne seront plus rassemblés forcément sur une seule plateforme et qui seront répartis sur plusieurs, qui seront communicants, qui seront davantage autonomes, interconnectés, avec sûrement des couches dialogantes entre elles, c'est-à-dire des orbites basses qui dialogueront avec des orbites hautes, etc. C'est un peu la tendance que l'on voit se dégager quand on regarde un peu les projets américains, en particulier ceux de la DARPA ou les différents multicouches, systèmes à multicouches américains. Et d'ailleurs, les Américains nous proposent d'alimenter leurs couches. Leur couche de système en devenant finalement une boîte ou des satellites à l'intérieur d'un système beaucoup plus global. Donc c'est plutôt cette tendance-là. Pour le reste, je resterai humble en ne faisant des prévisions que sur le passé. Merci mon collègue, merci à tous les 5.
toutes mes excuses, on a été un petit peu pressé par la fin. Est-ce qu'il y a des... Bon, tout le monde me dit que c'est passionnant, qu'on peut rester, donc... Ah, c'était ça que tu me disais. Je pensais qu'elle nous faisait signe qu'on était pressé par le temps, donc on peut rester jusqu'au couvre-feu. Est-ce qu'il y a des... Oui, parce qu'on a privilégié Alain qui n'avait pas de questions, mais est-ce qu'il y a évidemment des questions dans la salle Madame. Merci beaucoup. Nathalie Tingeau, Agence spatiale européenne. Est-ce que vous pouvez imaginer à terme que le mandat de l'Agence spatiale européenne s'étende à couvrir des aspects militaires ? Il n'y a pas beaucoup de micros qui sont ouverts, là. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, Jusqu'à présent, on est resté complètement en dehors de ça. Jusqu'à présent, c'est resté complètement en dehors des affaires militaires. Non, mais jusqu'à présent, ça ne traite pas d'affaires militaires. Il faut qu'au niveau de l'Europe, les nations soient d'accord pour traiter... voilà. Et c'est comme le reste, hein. Peut-être que ça mettra des dizaines et des dizaines d'années. Hein. C'est un peu comme tout à l'heure, on parlait du FED, etc. La réponse est aussi dans la salle. Ouais, juste un petit mot sur l'Europe en général. Je pense que la première étape, c'est peut-être d'essayer d'avoir une réflexion commune européenne et au niveau de l'UE et des États membres sur éventuellement une élaboration d'une stratégie spatiale de défense au niveau européen. Et ensuite, peut-être que cette stratégie spatiale de défense version UE pourrait être déclinée sur un volet normatif, sur un volet réglementaire, mais aussi sur un volet capacitaire. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement l'outil capacitaire pourrait être effectivement l'agence spatiale européenne, qui n'est pas une émanation de l'UE, mais qui est traditionnellement un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, je dirais classique des programmes spatiaux, ou alors peut-être la nouvelle agence de l'Union européenne chargée des programmes spatiaux. Sachant que vous avez remarqué qu'on n'a pas du tout en fait eu le temps ni parler de ce qui existe, de ce qui fonctionne, Galiléo, Copernicus, où il y a quand même un vrai savoir-faire européen. Monsieur. Oui, en fait, c'est une question qui complète... Olivier Martin, MBDA. Je ne fais pas du tout de spatial, mais néanmoins ça m'intéresse. C'est une question qui vient compléter la question de Madame. On a parlé de la politique spatiale française. On a parlé d'une coopération éventuelle au niveau de l'OTAN. On n'a pas du tout abordé une coopération au niveau européen. Alors, je comprends à la question de mon colonel que cette stratégie ou cette politique n'existe pas. Si c'est le cas, c'est un peu triste. Est-ce qu'il est prévu de faire quelque chose et de voir si l'Europe, qui cherche aussi une autonomie stratégique, j'imagine, dans le domaine spatial, peut avoir une politique qui n'est pas celle de l'OTAN ? Oui, je vais peut-être répondre. Non, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais par faute de temps, je ne voulais pas laisser penser qu'il ne se passe absolument rien au niveau européen. Déjà, le domaine, il est ouvert au niveau européen, le domaine spatial, depuis longtemps. Enfin, je prends l'historique notamment des programmes d'observation, que ce soit Helios, CSO, Pléiades, tout ça, ce sont des capacités que la France a fait le choix dès l'origine d'ouvrir ça en coopération multilatérale. Aujourd'hui, alors il y a des domaines qui sont restés plus souverains, c'est vrai, les côtes, les satellites de communication très protégés, c'est resté dans un domaine souverain. Je prends l'exemple de la surveillance de l'espace. On sait aujourd'hui très bien que ce ne serait pas réaliste, comme il n'aurait jamais été réaliste que la France se lance dans un système de navigation tout seul. Ce ne sera pas réaliste de monter un système de surveillance de l'espace seul. Et sur ce sujet, on est très ouvert à la coopération européenne. D'autant plus qu'il y a des initiatives sur à la fois le programme spatial civil de la Commission européenne et à la fois sur le Fonds européen de défense, des initiatives qui se montent sur ce sujet. Et évidemment que ce qu'on fait en national, on regarde pour que ce soit fait en complémentarité avec ces initiatives au niveau européen. Et
Aujourd'hui, notre axe d'effort, d'ailleurs, il se porte essentiellement sur le fait de tirer parti de ce Fonds européen de défense. Et peut-être pour répondre à votre question, aujourd'hui, ça nous paraît un bon moyen d'y aller, ce Fonds européen de défense, parce que finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un outil qui incite à la coopération multilatérale entre partenaires européens. Et c'est bien d'y aller comme ça, parce que dès qu'on parle de coopération qui engage les enjeux de sécurité et de défense des États, les États membres, ils ont quand même aujourd'hui un besoin d'un peu contrôler, on va dire, ce qui s'y passe. Et le cadre multilatéral pour ça est quelque part un peu rassurant. Et si je fais une analogie avec l'Agence spatiale européenne, aujourd'hui, c'est normal parce qu'elle n'a pas été conçue comme ça, mais dans ses gènes, tout ce qui est contrôle, la dissémination des données issues d'un programme spatial, la dissémination des technologies vers des États tiers, c'est pas encore dans les gènes de l'Agence spatiale européenne. Et donc c'est bien pour ça qu'avant de pouvoir imaginer de se dire un jour l'Agence spatiale européenne sera une branche capacitaire de la mise en œuvre d'une coopération militaire, pourquoi pas, mais il y a des étapes à franchir. Et les premières étapes, pour nous, elles passent d'abord par l'exploitation du Forum européen de défense, qui est une bonne opportunité pour ça. Un mot de Pierre Pélipenko sur UESST. Oui, juste on en termine. Pour compléter, pour aller dans le sens de ce que disait Jean-Baptiste, il y a effectivement dans le cadre européen l'initiative concernant la surveillance de l'espace avec l'EUSST, l'European Space Surveillance and Tracking, qui a pour objet de mutualiser les moyens qui soient de mesure ou d'analyse au niveau de l'Europe et fournir un service à l'ensemble des opérateurs européens de surveillance de risques de collision. Donc à ce titre, la France est très présente au travers du CNES, puisqu'on a une cellule qui s'appelle CAESAR et qui est en charge justement de cette partie-là et d'apporter une certaine plus-value dans l'évaluation au mieux du risque de collision pour pouvoir prendre des décisions ensuite de manœuvrer ou pas. Donc tout ça, ça se fait dans un cadre européen. Il y a les Italiens qui sont là-dedans aussi, plus pour les affaires de suivi d'entrée. Il y a aussi les Espagnols. Voilà. C'est un bon exemple de coopération au niveau européen. On va malheureusement s'arrêter là. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Je remercie Emmanuel Kiva et les organisateurs de m'avoir laissé 6 minutes de plus. Merci à tous et bonne conclusion. Vous remarquerez qu'il n'y a pas eu de questions directement adressées à votre agence.